C'est comme un cambrioleur qui part d'une maison et qui dit « Ah mince, j'ai été chassé de l'endroit que j'ai cambriolé ». Et là, tout le monde dit « Mais non, t'as cambriolé une maison, t'étais pas chez toi ». Le bilan des États ex-colonisés aujourd'hui, économiques, politiques, démocratiques, n'est pas que lié à la présence coloniale. Il faut aussi se questionner sur soi-même, les amis. C'est-à-dire, je ne regarde pas l'histoire du monde alors de la couleur de ma peau. Il rentre chez vous, il prend votre terre, il prend votre maison, il prend votre femme aussi. Il donne un droit dessus, c'est la domination sur les corps. 85% des terres émergées connues, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, faisaient partie d'empires coloniaux. Ah oui. Est-ce qu'on interroge une nation, un collectif, des individus, une population, les Blancs? Si la géopolitique ne vous intéresse pas, la géopolitique, elle, s'intéresse à vous. Et qui mieux que mon invité de ce jour pour nous y intéresser, car il travaille depuis des années sur ce que la France voit mal d'elle-même, son histoire coloniale, ses représentations, son rapport à l'immigration et au racisme. Il publie « Doit-on s'excuser de la colonisation ?» donc coécrit avec Benjamin Stora, publié chez Desclés de Brouwer, et Débat des Bernardins. Oui. Bonjour, Bonjour. Pascal Blanchard. Bonjour à vous. Merci de me recevoir. Alors, quand on lit ce titre, moi, tous les mots sont importants, bien sûr, mais le « on » m'a attiré. Vous pensez à qui quand vous écrivez « on » ? Alors d'abord, on pense à plein de gens. Et c'est tout le but du « on ». Si on avait dit la France doit s'excuser de la colonisation, la République doit s'excuser de la colonisation, on donnait déjà une réponse avant d'avoir posé la question. Le « on » permet déjà de questionner. Est-ce qu'on interroge une nation, un collectif, des individus, une population, les Blancs? La question est ouverte. Et parce qu'elle est ouverte, elle devient intéressante. Ça oblige le public, et le public qu'on a rencontré depuis ce livre en conférence, à s'interroger sur qui devrait s'excuser. Ou qui doit s'excuser, ce qui est déjà aussi une question en soi. Et donc d'ouvrir le débat. Pourquoi ? Parce que les gens, en fin de compte, on se rend compte, ne se posent pas cette question. Ils disent oui, il faudrait s'excuser de la colonisation. Très bien, mais c'est vous parlez de vous en tant qu'individu, ou nous, la société française, tous les Blancs européens, on ne va pas oublier les Japonais d'ailleurs au passage, qui ont aussi un petit peu colonisé. Et là, d'un seul coup, les gens se disent non, mais mais en fait, oui, et d'un seul coup, le débat commence. Le débat commence sur le périmètre de qui doit se poser la question de l'excuse coloniale. Et là, très vite, on se rend compte qu'il y a des points de vue différents. Certains vont vous dire, bah non, c'est tous ceux qui sont les descendants de ceux qui auraient colonisé. Je dis, bah ça fait du monde alors. Je dis, qu'est-ce qu'on fait des métis? Ils sont à moitié responsables. Compliqué. Après, on dit, non, c'est l'État. Ok, donc l'État d'aujourd'hui serait responsable de ce qu'a produit pendant 5 siècles l'État d'hier. Ah oui, mais en partie. Même quand c'était l'Ancien Régime par rapport à la République, on ouvre là aussi un débat sur une sorte de responsabilité. Est-ce que ce sont les entreprises qui ont fait fortune, notamment aux colonies, et qui devraient s'excuser de cette fortune, et donc peut-être indemniser et réparer? Et donc on rentre dans quelque chose qui déjà questionne sur ce « on » en obligeant les personnes d'aujourd'hui également à se mettre dans ce spectre. Je dis, si vous me posez la question et que vous êtes blanc, donc vous considérez que vous êtes responsable. Souvent les gens disent, mais non, mais moi je ne suis pas responsable en tant qu'individu. Et puis ce « on », il induit tout de suite le débat sur « ok, si on arrive à définir qui doit s'excuser, on va se poser la question auprès de qui? On s'excuse auprès des individus, on s'excuse auprès des États, qui seraient les héritiers de cette histoire, on s'excuse auprès d'une communauté imaginaire, on s'excuse au nom de qui, au nom de quoi et pour qui. Et d'un seul coup, vous commencez à aborder la question totalement différemment, et ça oblige à réfléchir à cet enjeu. Parce que c'est trop facile de dire il faudrait s'excuser de la colonisation. Ok. Dans la rue, quand vous cognez quelqu'un, sans faire exprès, vous retournez rapidement, vous dites « Ah, je m'excuse, bonne journée ». Vous avez réglé un problème? Non, vous êtes juste excusé de quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce qu'on s'est intéressé à savoir si la personne était blessée? Est-ce qu'on se pose la question du trauma? Est-ce qu'on se pose la question des conséquences? Pas du tout. En plus, souvent, j'explique que le premier qui s'est excusé en Europe, c'est Berlusconi auprès de Kadhafi en Libye. Ce qui surprend beaucoup les gens, je le dis dans le livre. Il avait une petite autoroute à construire à 5 milliards d'investissements, ça l'intéressait. L'excuse peut aussi ne pas être une prise de conscience, voire même une opportunité pour faire des affaires aujourd'hui. Parce que c'est dans l'air du temps de s'excuser. Et donc, d'un seul coup, vous ouvrez toutes ces questions. Donc le « on » est une très bonne porte d'entrée. Parce que si on avait commencé par le mot « excuse », que les gens aussi posent comme question après, on peut aussi dire est-ce qu'il ne faut pas demander pardon, ce qui n'est pas la même chose. Le « on » ouvre un débat et permet aussi d'interroger les gens dans leur fort intérieur, dans leur ressentiment personnel. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ce débat? C'est très facile, sinon, de le mettre d'une manière très théorique, comme ça, abstraite. Non. C'est aussi une question qu'il faut se poser au niveau individuel, soi-même. Qu'est-ce qu'on en pense? Et en fin de compte, quand vous discutez
et ce livre est d'abord une discussion, et quand vous discutez avec le public qui vient aux conférences, vous les interrogez eux-mêmes sur cette question. Alors on verra si on arrive à définir ce mot « on » durant notre entretien, mais l'autre mot bien entendu c'est la colonisation. Est-ce que c'est un livre sur le passé ou c'est un livre sur notre incapacité à vivre avec ce passé? Les deux. C'est un livre d'abord qui nous parle d'un passé très précis, un passé qui a commencé pour la France en 1534 quand on s'est perdu sur les rives du Saint-Laurent au Canada et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, puisque la France a toujours des territoires ultramarins et vous avez remarqué, il y a un petit débat qui nous occupe actuellement en France avec la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que cette histoire, elle est très lointaine dans notre récit et elle se prolonge dans notre présent. Mais l'histoire coloniale, c'est pas que ça. L'histoire coloniale, c'est aussi des enjeux de mémoire, d'imaginaire, d'héritage, de manière dont on raconte cette histoire aux enfants de France, la manière dont on la porte en tant que récit national, la manière dont elle se posture à l'intérieur du récit français. En même temps, vous avez remarqué qu'il y a un chapitre, parce que je sais que vous avez bien lu le livre, même 2 fois. On parle aussi des autres, les Allemands, les Italiens, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Japonais, les Américains. Et je dois vous interrompre, mais moi je ne connaissais pas du tout l'aspect Namibie et l'Allemagne. Et ce qui s'est passé par exemple. Bien sûr. Parce qu'en fin de compte, c'est une question qui souvent est perçue à la marge, alors qu'en réalité, cette question fait partie des récits nationaux de beaucoup de pays européens. Et pas que européens. Le Japon, l'Amérique ont été des grands empires coloniaux. Et bien souvent, ça a été raconté ou ça a été positionné comme étant à côté du récit national. Alors qu'en fait, ça fait partie du récit national. L'histoire coloniale est quelque part un des éléments constitutifs du récit d'une nation ou des nations. Et donc, ramener cette histoire au cœur du récit national, c'est aussi comprendre en quoi elle a pu influencer la manière dont on se pense en termes d'identité, la manière dont on se pense dans notre rapport au monde, la manière dont nos immigrations fonctionnent. Si vous voulez comprendre le Japon d'aujourd'hui, si vous ne traitez pas le Japon colonial, on a du mal à comprendre l'histoire du Japon dans sa relation aux étrangers. Si vous voulez comprendre l'histoire de l'Amérique, et qu'on oublie aussi que l'Amérique est un empire colonial, vous ne comprenez pas ce rapport impérialiste que l'Amérique peut avoir au monde. Si vous ne comprenez pas que l'Allemagne, qui a perdu très tôt ses colonies, a un rapport très particulier avec les Outre-mer, vous avez cité tout à l'heure la Namibie, et une histoire de génocide namibien extrêmement compliquée dans le récit national allemand, vous ne comprenez pas comment l'Allemagne digère sa mémoire et comment sa mémoire des crimes passés peut fonctionner. Vous voyez bien que l'histoire coloniale permet aussi de comprendre les nations. Et au-delà de ça, l'histoire coloniale devient fondamentale dans un temps mondialisé aujourd'hui. Nous ne sommes pas déconnectés de notre relation au monde. Et ce qui a fondé notre relation au monde hier continue à nous fabriquer dans le présent. Donc toutes ces questions, elles continuent à nous travailler. Et puis au-delà de ça, c'est une histoire qui est relativement méconnue. D'abord parce qu'elle a été plutôt marginalisée dans l'enseignement, qu'elle est compliquée à comprendre. Elle a souvent fait l'objet de difficultés à être appréhendée parce qu'elle est associée au racisme, elle peut être associée à la domination, elle peut être associée à des crimes, à des violences, à des guerres. C'est une histoire qui, des fois, a eu du mal à être digérée. Et puis qu'en fonction des pays, on ne l'appréhende pas de la même manière. La France, la Belgique, l'Italie ne regardent pas l'histoire coloniale de la même manière. Vous allez en Italie aujourd'hui, c'est quasi invisible, l'histoire coloniale. Elle ne fait pas partie du récit que l'Italie regarde de son histoire nationale, comme si elle avait été oubliée. Et pourtant, quand vous regardez l'histoire de l'immigration actuellement en Italie, revenir à l'histoire de la conquête de l'Éthiopie, à l'Érythrée, à la Libye, voire à l'Albanie, qui, je rappelle, a été une colonie italienne à la fin des années 30, petit débat, mais quand même intéressant, il y a eu des colonies en Europe, européennes. C'est là qu'on se dit, ah mince, l'Albanie était une colonie italienne. D'un seul coup, on se pose des tas de questions, parce que ça nous permet de comprendre qui on est, en fait. Et vous dites justement dans votre livre, par exemple, les Japonais, dont vous aviez rappelé que c'était aussi, ils avaient des colonies, quand on leur parle de ce sujet-là, ils baissent les yeux. Ça m'est arrivé à Osaka. Je vais à Osaka, au Grand Musée d'ethnographique, pour proposer d'organiser une exposition là-bas. Je venais de faire l'exposition avec Lilian Thuram et Nanette Snob à Paris, au Quai Branly, sur l'histoire des os humains. Et donc les Japonais ont un très beau musée d'ethnographie qui a conservé des éléments de la grande exposition de 1903 à Osaka, dans leurs archives. Et dans le parcours permanent, je découvre d'ailleurs en allant là-bas, qu'ils ont encore la hutte des Aïnous qui était présentée à l'exposition coloniale. Et là, ils la présentent pour raconter l'histoire des Aïnous. Enfin, je suis complètement flashé par la chose. Ils utilisent un artefact du passé pour raconter au présent l'ethnographie qui traite de la nation japonaise aujourd'hui. Le délire absolu. Et je rencontre ce jour-là les conservateurs, l'équipe scientifique, tout le monde. Et plus la réunion avance et que je leur parle de mon projet, plus les yeux se baissent. Au bout de 3 heures, je pense qu'ils ne voyaient même plus leurs chaussures, mais dans leur dos. Et après, je fais des conférences à Tokyo et à Kyoto, et je discute de la question là-bas avec des journalistes, des spécialistes. Je reste plusieurs jours au Japon, et je me rends compte que c'est une question qui dérange les Japonais, qui les perturbe, qu'ils ont beaucoup de mal à regarder en face. Et vous le voyez dans les yeux des gens quand un sujet est un sujet qu'on ne veut pas entendre.
quand un sujet sur lequel on a du mal à dialoguer, sur un sujet qui vous renvoie, comme dans une histoire de famille, où en fin de compte, on vous fait comprendre qu'il faudrait mieux pas en parler. Et en fait, je finis une conférence, ce qui m'a le plus marqué, en dehors de cette réunion au musée de Osaka, où je n'ai jamais fait cette exposition sur les os humains, je me suis rendu compte que c'était impossible. Je termine un jour une conférence à Tokyo, et à la fin de la conférence, il n'y a pas une question. C'est très pesant. Vous faites une conférence de 2 heures. Alors, j'ai peut-être été très mauvais ce jour-là, c'est possible. Je ne suis pas habitué. Je suis plutôt habitué à la fin des conférences d'avoir des gens qui sont d'accord, pas d'accord, qui posent des questions, ça débat. Et là, rien. Et ce silence, en fin de compte, était beaucoup plus révélateur des fois que des questions. Donc, la conférence se termine, on se lève et des gens viennent me voir et s'excusent de ne pas avoir posé de questions. Mais ils m'ont dit que ce n'était pas possible devant les autres personnes présentes de poser des questions. Je leur dis oui, mais je n'ai pas parlé du Japon, j'ai parlé de la France. Oui, mais monsieur, à chaque fois que vous parliez de la France, tout le monde dans la salle pensait au Japon. Ça nous renvoyait à notre... Exactement. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre, okay. parce que c'est quelque chose qui, dans certaines sociétés, dans certaines cultures, il y a une manière de digérer le passé colonial extrêmement différente. En Belgique, en Italie, au Japon, aux États-Unis, au Portugal, ce n'est pas la même manière de regarder ce passé, de digérer ce passé, d'appréhender ce passé. Et c'est là où ça nous fait comprendre que l'histoire coloniale, quelque part, ne renvoie pas au même destin pour un pays. Si vous allez en Russie aujourd'hui, vous expliquez que l'Union soviétique a été un empire colonial, il y a plein de gens qui vont être très surpris, et d'autres qui vont parfaitement comprendre. Ça dépend d'où vous vous positionnez. Si vous êtes ukrainien, si vous êtes kazakh, si vous êtes de la Mongolie supérieure, ou si vous êtes des grandes plaines de Sibérie, vous savez tout à fait ce que ça veut dire d'expliquer que la Russie, que l'URSS était un empire colonial. Si vous venez de Moscou, non. Alors, je vais sortir de mes petites fiches, mais je trouve ça très intéressant parce que vous dites que finalement, le Japon a commencé... Enfin, sur votre conférence à Osaka, vous avez des personnes, le public qui est là et qui commence à s'intéresser à sa propre histoire lorsqu'il écoute l'histoire française. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen, justement, de réfléchir à notre propre mémoire en écoutant les... ici, on parle de la colonisation, mais donc l'histoire d'autres pays C'est une évidence, parce que d'abord, c'est souvent plus facile ou plus difficile d'appréhender l'histoire de son pays en écoutant celle des autres. Pourquoi ? Parce que déjà, les gens comprennent que c'est une histoire monde, l'histoire de la colonisation. 85% des terres émergées connues, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, faisaient partie d'empires coloniaux. C'est un système, tout simplement, de mode de gestion du monde, on va l'appeler comme ça, dominant. C'est-à-dire que ce qui n'était pas les empires coloniaux étaient des exceptions. Ça, nous ne pensons pas le monde comme ça, je vous rassure tout de suite, aucun d'entre nous va dire ça. Comme on a du mal, des fois, à penser l'ordre juridique du monde. Vous allez dire, pourquoi il me parle d'ordre juridique ? Si je vous le dis comme ça, vous allez me dire, oui, mais bon, l'histoire juridique ne nous fabrique pas tant que ça. Je dis, si l'histoire juridique nous fabrique un peu. Quand vous êtes une femme, vous savez qu'il a fallu du temps pour avoir le droit de vote. Vous savez que le droit veut dire quelque chose. Puis quand vous êtes étranger, vous savez que ça veut dire quelque chose, le droit. Vous n'êtes pas à l'égal de l'autre. Quand vous arrivez dans un pays, il faut du temps pour obtenir la nationalité, pour pouvoir voter. Vous voyez, on voit bien que le droit... Puis quand vous êtes indigène, vous n'avez jamais le droit de voter et vous n'avez jamais le droit d'être national. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, nos sociétés ont fonctionné avec hommes, femmes, citoyens ou non citoyennes, étrangers, qui pourraient être naturalisés avec les enfants, et indigènes. Et indigène, c'est moins qu'un étranger. Et pourtant, vous êtes un sujet de l'Empire. Oh là, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que le droit vous fabrique dans votre posture et votre identité, dans un rapport au centre, quelque part, et à la nation, comme quelqu'un qui ne pourra jamais accéder à l'égalité. Donc vous naissez avec cette idée que vous ne serez jamais l'égal de l'autre. Waouh ! Et donc, si vous vous posez la question de l'héritage 2, 3, 4 générations plus tard, vous comprenez que ça a un impact. Parce que c'est un impact qui est traumatique. C'est-à-dire que vous savez que vos parents, vos arrière-grands-parents, voire vos arrière-arrière-grands-parents étaient considérés comme potentiellement jamais l'égal, pour faire simple, des colonisateurs. Et aujourd'hui, tous ces gens-là vivent ensemble, dans les sociétés occidentales, parce qu'il y a eu l'immigration et la mondialisation. Il ne faut pas croire que nous nous sommes détachés de ce passé. Il continue à fabriquer de la relation, de la domination. Alors justement, quand on parle déjà de colonisation, mais on reviendra sur ce sujet plus tard, on pense toujours à la décolonisation de l'Algérie. Donc on est 60 ans après cette décolonisation. Pourquoi c'est autant encore aujourd'hui un sujet d'actualité ? Alors d'abord, c'est un sujet d'actualité parce que la guerre a concerné un pays où il y avait beaucoup d'Européens qui vivaient. Je dis beaucoup d'Européens et pas beaucoup de Français, parce que la plupart des Français qui vivaient en Algérie n'étaient pas originaires de France. Que beaucoup de gens oublient, ils venaient d'Espagne, d'Italie, de Malte, du reste de l'Europe étaient devenus français via l'Algérie. Donc beaucoup qui ont été rapatriés en France, en fin de compte, n'ont pas été rapatriés en France, sont arrivés en France. France hexagonale, je m'entends. Que l'Algérie était un département français, enfin 3 départements français. Donc c'est déjà particulier. Que cette guerre n'a jamais porté le nom de guerre. Que ça a été le dernier conflit
de la fin du processus de décolonisation. Oui. Ce n'est pas la fin de l'Empire, puisqu'il est resté encore 1/5 de l'Empire. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, les Comores, Djibouti, tout ça, la Polynésie, tout ça est resté français. Hein. Mais ça marque la fin d'un processus qui s'inaugure avec la fin des mandats du Liban et de la Syrie, 1945, et qui se termine en 1962 par ce processus de ce qu'on peut appeler la fin de la première vague des décolonisations. Donc tout ça est traumatique. Cette guerre, en plus, a été d'une violence rare. Elle a fait appel non pas à des militaires de carrière, mais à les appeler, à les réappeler. Donc à peu près 1 500 000, 1 700 000 jeunes Français ont vu leur post-adolescence, leur début d'âge adulte brisé par ce conflit. Et ils sont rentrés en France, ils n'ont pas pu raconter la guerre. On ne vous racontez pas une défaite et la violence que vous avez rencontrée. Ils partaient en pensant sauver l'Empire, ils ont découvert que c'était une guerre d'une violence incroyable avec un mépris des autres. Que donc ce qu'on leur avait raconté à l'école était faux. Que les Algériens attendaient d'être libérés par la France pour être allumés à la culture et arriver vers les lumières de la civilisation. Ils ont découvert de l'autre côté de la Méditerranée que c'était un peu autre chose. Quand vous mettez tout ça bout à bout, et qu'en plus vous avez, ce qu'il ne faut jamais oublier, une histoire qui a continué à s'écrire après avec le flux migratoire qui est venu d'Algérie vers la France, et avec les pieds noirs qui vivent en France aujourd'hui, qui ont entre 5 millions et 5,5 millions de descendants, cette histoire, elle continue en mémoire, en héritage. Elle continue à nous travailler. Puis une défaite, vous vous en rappelez. Souvent, les pays, d'ailleurs, fabriquent leurs récits de reconquête, par exemple, ou de revanche, à partir d'une défaite. Je rappelle que la France et l'Allemagne ont quelques petites histoires. La défaite de 70 induit la guerre de 14-18. Et la guerre de 14-18 explique aussi la revanche de 40. Là, il n'y a pas de revanche possible. On ne va pas aller recoloniser l'Algérie. On ne va pas aller refaire la guerre là-bas. Donc, elle se passe où, la guerre? Dans la tête, dans les mémoires, dans les récits, dans les relations complexes entre les deux pays, mais dans les relations complexes aussi entre les deux peuples. Et des deux peuples qui vivent ensemble aujourd'hui, via l'histoire de l'immigration. Donc cette histoire, elle n'est pas à distance. Elle continue à être vivace. Elle continue à générer de l'émotion. Elle ne génère pas que de la mémoire, mais aussi du conflictuel au quotidien. Tout ça continue à nous travailler. Alors justement, continue à nous travailler. Je vais vous montrer un extrait d'une interview que j'ai faite avec Lova Rinel, qui est une personne qui a beaucoup de cartes, mais qui est franco-malgache et qui parle notamment aux oreilles de dirigeants africains. On se retrouve après. D'accord. La France est-elle réellement chassée d'Afrique et l'est-elle définitivement? Oui, on a quitté, on a été chassés, mais en fait, on n'était pas chez nous, les gars. C'est quoi cette expression d'« on a été chassés » On n'est pas chez nous. Donc déjà là, dans la matrice intellectuelle, je ne parle même pas de l'État, je parle même de ceux qui font le continent. Il y a un problème. Mais il y a un problème aussi auprès des Africains concernés, de l'AES, qui en fait se réveillent tous les matins en disant « qu'est-ce que je peux faire pour embêter la France ?» Mais enfin, foutez-nous la paix, vivez votre truc, on vous laisse, gérez vos problèmes. Vous voyez bien que c'est pas... Nous, on est parti, ça n'a pas l'air d'être non plus le nirvana, votre truc. C'est peut-être plus complexe de gérer un pays. Mais allez-y, finalement. Excellent. Le bas. Alors, est-ce que je me suis pris les pieds dans le tapis? Comment? Et qu'est-ce que cela révèle-t-il? Ce qu'elle vient de dire? Oui. Enfin, ce que j'ai dit moi, et pourquoi elle réagit de cette manière-là? Elle réagit de cette manière-là parce que vous employez un discours de quelqu'un qui ne fait pas attention aux mots qu'il emploie par rapport à la manière dont ça peut être perçu, par rapport à d'où vous parlez. Vous parlez un peu comme un blanc qui pense que c'est légitime de penser qu'on a été chassé, qu'on est parti de quelque chose qui vous appartenait, et ce qui est tout à fait normal. Vous allez difficilement vous positionner autrement. Donc vous vous positionnez, donc elle vous reprend bon, elle a bien raison en me disant « mais les gars, vous n'étiez pas chez vous ». C'est comme un cambrioleur qui part d'une maison et qui dit « ah mince, j'ai été chassé de l'endroit que j'ai cambriolé ». Et là tout le monde dit « mais non, t'as cambriolé une maison, t'étais pas chez toi ». Bah si, je suis rentré dedans. N'oublions pas que quand même la colonisation, petit rappel un peu de détail, c'est quelqu'un qui arrive chez vous, qui est plus fort que vous, militairement, qui pense que culturellement il est plus fort que vous aussi, il pense qu'intellectuellement il est plus fort que vous, et il pense surtout qu'en termes de culture, il est bien supérieur à vous. Il rentre chez vous, il prend votre terre, il prend votre maison, il prend votre femme aussi. Il donne un droit dessus, c'est la domination sur les corps. Il considère que le devenir de votre maison devient le devenir de sa maison, il considère que votre maison d'ailleurs c'est devient sa maison, et quand vous le mettez dehors, il dit « mais pourquoi vous me chassez, j'étais chez moi ». Donc c'est ça que vous avez provoqué chez elle quand elle a réagi. En même temps, elle dit quelque chose de très intéressant dans la deuxième partie de son commentaire. Elle dit « les gars, il ne va pas falloir croire que tout est lié à l'histoire de la colonisation. Le bilan des États ex-colonisés aujourd'hui, économiques, politiques, démocratiques, n'est pas que lié à la présence coloniale. Il faut aussi se questionner sur soi-même, les amis. Se questionner sur comment on a géré la démocratie, comment on a géré nos chefs d'État, qui ont souvent été des pilleurs et de piètres démocrates, comment on a pensé le devenir de nos pays en prenant toujours prétexte que c'était de la faute du colonisateur si on était là. Ça peut des fois être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a des pays ex-colonisés qui ont plutôt eu des destins
pas si catastrophique que ça dans l'histoire qui a suivi. Donc il faut toujours se questionner et avec la plus grande honnêteté par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'histoire coloniale laisse des traces majeures. Elles ne peuvent pas non plus être uniformes. L'histoire de l'Algérie, c'est pas l'histoire du Mali, c'est pas l'histoire de Madagascar, c'est pas l'histoire de Taïwan, c'est pas l'histoire de la Corée, qui est une colonie, petit détail pour tout le monde, du Japon. Chaque pays, le Vietnam, et ça on le sait dans nos cultures à nous, mais il y a des tas de pays dont on oublie qu'ils ont été d'ex-colonies, qu'ils sont sortis du spectre colonial, qu'ils ont eu des destins pas forcément à l'identique de leurs voisins. Ouais. Chacun ne sort pas de la même manière de l'histoire impériale. Juste pour vous le rappeler, le Canada aussi a été une colonie, par exemple. Donc vous voyez que chaque pays peut avoir un récit complexe. Toute l'Amérique du Sud a été des colonies, de l'Empire portugais ou espagnol. Donc ça nous oblige aussi à nous questionner sur cet héritage des deux côtés. C'est ce que nous dit Leva à travers ça. Et je trouve qu'elle a entièrement raison. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder à partir de son propre centre, de son nombril. Il est temps de regarder de manière globale. J'ai écrit un livre avec mes petits camarades pour une histoire coloniale globale, une histoire monde, une histoire globalisée de la colonisation. Ça ne veut pas simplement dire qu'il faut parler de tout, mais il faut accepter de la regarder sans forcément se positionner par rapport à un centre. C'est-à-dire que c'est fini ce temps-là. L'histoire de la colonisation est une histoire globale aussi parce qu'elle peut se regarder du côté des pays colonisés, du côté du pays du colonisateur, mais même peut-être sur... Il faut pousser le vis à être sur le côté en décentrant nos regards, comme si cette histoire n'était aucunement la nôtre, seulement d'un côté. Je ne suis pas descendant des colonisateurs français qui ont colonisé l'Afrique. Petit détail. Je suis un historien qui travaille sur la colonisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je ne me pose plus, ou pas, certains pourront peut-être trouver encore trop, mais je ne me pose pas la question en tant que blanc qui travaille sur l'histoire de France, descendant de colonisateurs français qui ont un jour été en Algérie. Oui. Je ne suis plus là-dessus. En plus, j'ai aucun rapport avec cette histoire. Moi, j'ai fait de l'histoire coloniale par pur hasard à la fac. Pur hasard. Je suis rentré, je me suis inscrit en histoire de l'Afrique. J'aurais pu faire l'histoire de l'Asie, complètement autre chose. Non, c'est l'histoire de l'Afrique qui m'a plu. J'y suis resté. Je n'ai pas de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui sont liés à cette histoire. Peut-être que d'ailleurs, ce détachement que ça amène, cette non-personnalisation de ce récit, me permet d'appréhender cette histoire comme aujourd'hui un chercheur lambda s'intéresse à l'histoire gallo-romaine. Puis personne n'irait demander à un spécialiste de Rome s'il est gallo ou s'il est romain. Ouais. Parce qu'on pense que la distance aurait réglé le problème. Ben moi, c'est pareil. Je ne me sens, dans ce récit-là, pas plus français qu'algérien. Je me sens en regardant cette histoire, non pas en prenant de la hauteur, ce serait très prétentieux, mais en prenant de la distance, ce qui n'est pas vraiment pareil, et je ne me considère pas héritier d'un camp ou l'autre. Alors, l'Ovarinelle, elle est franco-malgache. Madagascar, c'est aussi une ancienne colonie dont on sait que la décolonisation a été douloureuse. Pourquoi semble-t-il en tout cas, l'Algérie écrase toute la mémoire ou concentre en fait tous les récits de la décolonisation et on ne s'intéresse pas du tout à l'Indochine, au Cameroun, à Madagascar ou à d'autres. Pour trois raisons hyper simples. D'abord parce que c'est le dernier conflit, c'est le plus proche de nous, celui qui se termine le plus tardivement en 1962 et qu'il y a eu beaucoup de lois d'amnistie qui ont été consacrées à ça, que beaucoup d'enjeux politiques qui ont été liés à ça. C'est l'arrivée du général de Gaulle et la Ve République. Mitterrand, on a fait la dernière amnistie en arrivant au pouvoir en 82. Tout ça fait que cette histoire est particulière dessus. Deuxième raison, c'est que beaucoup de personnes qui vivent en France, français ou non d'ailleurs, sont liées à cette histoire à titre personnel. C'est-à-dire vous avez d'abord les Pieds Noirs, c'est pas un petit sujet. Vous avez aussi les Harkis qui sont venus au lendemain de la guerre. Vous avez tous les descendants, ou ceux, maintenant de moins en moins, mais tous les descendants de ceux dont le père, le grand-père, le grand-oncle ou l'arrière-grand-père a fait la guerre d'Algérie. Généralement quelqu'un qui n'a pas parlé. C'est pas un petit sujet. Pour ceux qui ont eu un grand-père qui a fait ce conflit, on sait ce que ça veut dire. Et on voit le traumatisme de cette génération par rapport à cette guerre. Et puis, dernière dimension, l'Algérie et la France ont conservé des relations qui ont été particulièrement marquées et marquantes à travers ce récit. C'est-à-dire que pour les deux pays, on se positionne encore politiquement, pour se dire de droite ou de gauche, ou un bon ou un mauvais Algérien, à travers la manière dont on va lire cette histoire. Donc, des deux côtés du miroir colonial, personne n'a un intérêt à la paix des mémoires. Ça devient le dernier sujet peut-être dans lequel un candidat à la présidentielle en France ou en Algérie continue à parler. Parce que se positionner par rapport à la guerre d'Algérie, c'est encore se positionner par rapport à la notion même d'être français ou algérien. C'est une manière même d'exister politiquement, de droite ou de gauche par exemple, voire d'extrême droite ou d'extrême gauche. Vous n'avez pas la même manière d'apprendre l'histoire coloniale. En même temps, la nouvelle génération est en train de sortir de ce qui était un trait propre à une époque. Aujourd'hui, les jeunes de moins de 25 ans ne vous parlent pas d'Algérie.
Il vous parle de l'histoire coloniale française. Il vous parle de l'héritage de cette histoire coloniale. Il globalise beaucoup plus le récit, voire même il le mondialise. L'affaire Floyd était un très bon détonateur pour se rendre compte qu'on détruisait des statues partout sur la Terre, pas simplement en France. Que l'histoire avait une dimension mondiale. Et la colonisation, aujourd'hui, est questionnée dans sa globalité, on va dire par les moins de 30 ans, 25, 30 ans. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est questionné. Comment la République a pu coloniser ? Comment le pays des droits de l'homme a pu pratiquer ce qu'il a pratiqué outre-mer. Comment empire colonial et république peuvent aller ensemble. Ce sont des questions qui sont beaucoup plus prégnantes que simplement la question algérienne, qui a considéré aussi une époque de militants. Militer contre ou pour la guerre d'Algérie, alors pour c'était l'extrême droite, Algérie française, contre c'était les mouvements anticolonialistes ou post-coloniaux qui ont milité pour le 17 octobre, qui ont milité pour la reconnaissance de la torture, de gauche généralement, mais pas simplement. Il y a aussi des catholiques français qui sont battus là-dessus. Ça fait partie des grands combat politique d'une époque. Vous voyez, tout ça, vous n'avez pas forcément la même présence politique ou le même poids politique sur les autres récits. Madagascar, que vous avez cité avec les événements de 1947-48, par exemple, la guerre d'Indochine, si vous prenez cet exemple-là, les révoltes et la répression, par exemple, en Guadeloupe en 67, vous n'avez pas forcément, là c'est beaucoup plus pour des communautés qui vont être plus réduites, alors que sur les héritiers de l'histoire algérienne, il y a beaucoup de monde. On parle de millions de personnes, 10, 12, peut-être 13 millions de personnes, qui ont un lien personnel avec l'Algérie. Je l'ai dit, j'ai listé tout à l'heure ces éléments. C'est ça qui explique ce point assez central. Et puis que c'est certainement l'histoire qui a été la plus travaillée aussi par les professionnels, les historiens. C'est celle qui a fait l'objet de plus de films de fiction, peut-être 70 à 80 films au cinéma français depuis 62, ce qui est énorme. Oui, il y a quand même un paradoxe, c'est ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont morts en Indochine qu'en Algérie, par exemple. Oui, parce que c'était des militaires de carrière. Et comme c'était des militaires de carrière, on n'interroge pas la mort d'un soldat professionnel de la même manière qu'un appelé qui part faire une guerre contre son gré. Du moins, on part de l'hypothèse qu'il n'avait rien à faire dans cette galère. Un militaire de carrière, il a choisi d'y aller. Premièrement. Deuxièmement, la guerre d'Indochine est loin. Elle est loin. En termes de temporalité, elle a été oubliée par une autre guerre, c'est la guerre du Vietnam américaine. Comme si d'ailleurs on n'avait pas fait de guerre d'Indochine. Il s'est passé une guerre entre les deux. D'ailleurs, vous remarquerez bien que la perception des Vietnamiens, des Laotiens et des Cambodgiens qui vivent en France n'est pas la même que celle qu'on s'adresse aux populations du Maghreb, d'Afrique noire ou des Antilles qui vivent en France. Comme s'il y avait quelque chose de particulier, comme si une guerre avait effacé une autre guerre. Et puis, l'Indochine est très peu dans les mémoires collectives françaises. Elle a été totalement effacée par la guerre d'Algérie. En même temps, il y a encore une guerre qui est encore plus oubliée, c'est la guerre du Cameroun. Je me rappelle avoir vu des responsables politiques il y a encore peu, avant que le rapport soit fait à la demande du président de la République française, Emmanuel Macron, confié à Karine Raimondi, très bon rapport, sur l'histoire de la guerre du Cameroun. J'ai connu des dizaines de députés français qui ne connaissaient même pas, qui ne savaient même pas que la France avait fait la guerre au Cameroun. Et que ça avait été une des guerres de décolonisation les plus importantes. Combien de manuels scolaires pendant des années n'ont jamais mis la moindre ligne, voire même les chapitres s'appelaient les décolonisations pacifiques quand il s'agissait de l'Afrique subsaharienne, ce qui est complètement sidérant. Le Cameroun était une guerre d'une violence incroyable. Elle commence en 1955, elle va même se prolonger au-delà de l'indépendance, jusqu'en 1971. Totalement oubliée. Vous voyez que vous posez tout à l'heure la question avec beaucoup de pertinence sur la place qu'occupe la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a suffisamment aussi donc été médiatisée, racontée, que ce soit par ses opposants ou ceux qui ont critiqué la présence de la France, la torture et autres, mais elle a fait partie du récit français, la guerre d'Algérie. Elle est rentrée dans le récit français, avec les attentats aussi, OAS et FLN, avec des choses qui, quelque part, ramènent à la mémoire nationale, ce qui n'est pas le cas avec la guerre du Cameroun, la guerre d'Indochine. Cette distanciation, ce lointain, il est aussi géographique. Elles ne sont pas assez rentrées dans le récit français pour qu'on s'en souvienne. Alors, je voudrais vous montrer de nouveau un court passage d'un entretien que j'ai fait avec Pierre Lelouch, qui est un ancien député de Paris, qui était aussi secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. On se retrouve juste après. Il y a un remplacement qui est en train de se passer des anciennes grandes puissances par les nouvelles, qui prennent leur revanche sur l'histoire. Et donc le livre ici, celui-là sur l'Ukraine, parle beaucoup de ça, parle du monde post-occidental qui est en train de naître, qui ne sera pas très bon pour les puissances moyennes comme la France ou l'Allemagne. D'accord. En gros, il est en train de dire que de nouvelles puissances émergent et que les vieilles puissances sont en train de perdre leur magistère. C'est pas bon ça. D'accord. Donc ta question est... Ah ben alors... Est-ce qu'il a raison ?
C'est ça la question que tu me poses? Oui, alors bon, je vais te dire exactement la question, et en fait je pense à autre chose derrière, c'est la Russie, la Chine ou la Turquie exploitent-elles nos angles morts coloniaux? Est-ce que la Russie aujourd'hui, est-ce que la Turquie notamment d'Erdogan, que ce soit d'ailleurs en Europe et autres, est-ce que l'Azerbaïdjan, qui l'a fait de manière extrêmement concrète, on va en parler dans quelques secondes, viennent nous titiller sur notre passé colonial? Oui, parce qu'ils considèrent que pour le pays des droits de l'homme, c'est un paradoxe. Oui, parce qu'ils savent qu'en venant sur des territoires où la France avait ce qu'on appelait le précaré africain, quelques avantages économiques et politiques, et c'est en train de se perdre pour que ces pays viennent gratter ce qu'on appelle le sable. Comme on disait des Français avec le coq gaulois, vient gratter le sable du Sahara, viennent prendre notre place en Afrique, de toute évidence. Et ils appuient sur là où ça fait mal, sur la relation que la France a eue avec ces pays et la manière dont il a très mal digéré son histoire coloniale, voire même son passé colonial. Je rappelle que l'Azerbaïdjan a même créé une association, une sorte de fondation, qui travaille essentiellement à mettre le doigt là où ça fait mal sur le passé colonial de la France, y compris dans les régions ultramarines françaises actuellement, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, organise plusieurs forums sur le colonialisme français pour venir taper directement sur la France, pour expliquer que la France, en tant que démocratie, devrait regarder son histoire en face. Erdogan fait pareil, quand la France, à ses yeux, s'est permis de venir regarder l'histoire de l'Arménie et du génocide arménien trop en face, en considérant que les Français devraient regarder leur histoire en Algérie plutôt que de venir critiquer la Turquie par rapport au génocide arménien. D'autres pays le font. Les Chinois sont un peu plus modestes sur cette question. Parce que faut rappeler aux Chinois ce qu'ils ont fait, ce qu'ils se font actuellement au Tibet, c'est jamais bon pour les Chinois. Donc ils ne viennent pas trop ennuyer la France sur cette question-là. Ils choisissent d'autres cheminements. Mais c'est vrai que beaucoup de ces pays viennent, pays émergents, nous concurrencer sur ces questions-là et viennent utiliser, dans ces pays du Sud, le passé de la France et l'ambiguïté de ce passé de la France, mais pas que le passé colonial, mais aussi le passé France-Afrique, néocolonial de la France, en considérant que la France est toujours, ou penserait toujours, d'une manière un peu trop coloniale, ses relations au Sud. Et si ça nous touche, c'est qu'il y a peut-être un fond de vrai. C'est que la France, pendant très longtemps, a continué, ce qu'on a appelé la méthode Focard, à garder une relation néocoloniale, notamment en Afrique, et que la France a une relation très complexe avec ses outre-mer, qui n'est pas totalement décolonisée. Même si ce n'est pas la même qu'à l'époque coloniale, il reste un vieux fond à questionner, et que appuyer là où ça fait mal, c'est relativement efficace par rapport à la manière dont les hexagonaux, je ne dis pas les métropolitains puisque c'est un terme colonial, les hexagonaux continuent à penser ces ailleurs, comme étant peut-être un peu trop les leurs. C'est la petite phrase qu'on avait tout à l'heure sur l'OVA, de penser qu'on parle d'un épicentre un peu trop ethnocentré, et beaucoup pensent encore comme ça. Nos outre-mer, nos ex-colonies, le précaré, la relation avec l'Afrique. Beaucoup n'ont pas compris ce qui se passait, par exemple, actuellement en Afrique, où la France s'est pris un grand coup de pied dans les fesses, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal, au Tchad. Je fais beaucoup, la liste, je pourrais la continuer. Ce qui montre bien qu'il y a aussi là un changement de paradigme, et que la France est critiquée, à bon escient ou pas d'ailleurs. En tout cas, elle est critiquée sur sa manière d'appréhender ce passé, d'appréhender aussi son présent, la relation avec ces pays, et de se penser comme une ex-puissance coloniale, et elle n'a peut-être pas assez décolonisé son modèle, ou elle ne s'est peut-être pas assez questionnée sur ce passé-là, et en tout cas, elle n'a pas donné le sentiment, et ça c'est clair, de s'être assez questionnée sur ce passé. Alors justement, est-ce que la France sort de l'Afrique, et vous noterez que je fais attention aux mots que C'est j'utilise bien, cette fois-ci, ça y est, vous êtes sur la bonne voie. à cause de la repentance ou à cause de l'absence de vraie rupture? Non, la France n'est pas repentante. Et la Pourtant, on repentance... l'entend régulièrement, enfin en tout cas. Oui, ça c'est ceux qui critiquent le fait d'avoir la moindre lecture critique. Moi, de toute façon, j'ai connu pendant très longtemps des gens, depuis toujours d'ailleurs, qui considéraient que le fait de poser déjà un regard sur le passé colonial de la France était peut-être un repentant. Okay. C'est la manière de vous clouer au mur pour empêcher que vous puissiez penser ce passé. Parce qu'à partir du moment où on aurait un regard critique sur ce passé, on serait des mauvais Français. Donc étant des mauvais Français, on sera des repentants qui n'auraient qu'une seule objectif, c'est se flageller. Alors je vais tout de suite retourner la machine à l'envers. Personnellement, je me sens responsable de rien. C'est pas parce que des Blancs ont fait des choses au 19e siècle qu'en tant que Blanc aujourd'hui, je me pense responsable de ce qu'ils ont fait. Personnellement, je ne suis responsable de rien. Je suis tranquille là-dessus. Je ne regarde pas l'histoire du monde à l'aune de la couleur de ma peau. Je ne culpabilise pas, je n'ai pas mauvaise conscience, je ne me flagelle pas tous les matins, je ne me repens pas sur ce qui s'est fait, et je ne pense pas à cette histoire à l'aune de mon identité actuelle par rapport à l'identité passée. Dans ce cas-là, je serais quand même très mal à l'aise de savoir comment je pense l'héritage colonial japonais. Oui. C'est pas simple, ou russe. On peut peut-être parler de l'Empire ottoman même, si vous voulez. Non, Oui, non, on ne va pas le faire parce qu'il y aura... Ou alors, vous me laissez encore 2 Vous voyez heures. comment on décentre la chose et comment d'un seul coup, la question ne peut pas se poser en ces termes-là. Ça ne veut pas dire que certains
n'est pas une culture repentante. Certains peuvent se flageller, ce qui est un terme très religieux, je tiens quand même à rappeler, se flagellent peut-être sur cette histoire en tant que mauvaise conscience. Ce n'est pas mon approche de la question. D'abord, parce que ce n'est pas parce qu'on va se repentir qu'on va changer l'histoire. Elle a existé. Et les empires ont à un moment dominé l'histoire du monde. De l'autre côté, il y a aussi ceux qui portent une nostalgie. Une nostalgie d'une grandeur perdue. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez questionné. Alors, je vais citer un auteur de droite là-dessus qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais un jeune chercheur, qui s'appelait Raoul Girardet, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'idée coloniale en France. Un livre brillant, écrit par un homme plutôt d'extrême droite, mais qui est un des rares à avoir compris la place qu'occupait l'idée coloniale dans l'idée nationale. La gloriole, la grandeur, la puissance. Les taches roses sur les cartes de France que les élèves de France avaient dans leurs écoles. On ne mesure pas la place que ça représentait. De se dire que la France était une grande puissance. Et que la France ayant perdu, on le dit souvent que c'est lors de l'opération de Suez en 1956, quand les Américains, les Russes nous ramènent à la maison avec les Anglais, on rentre un peu piteux, que la France à ce moment-là a perdu cette notion de puissance, de grande nation. Et l'Empire est souvent associé, l'Empire colonial, pardon, est souvent associé à la grandeur de la France, en tant que grande puissance. Et il ne faut pas minorer ce ressenti. Les ressentis psychologiques, politiques, culturels, de puissance, d'être grand, de gloriole, de fierté, sont des sujets très importants. Très importants parce qu'ils peuvent conduire à des hommes à faire des guerres, conduire des individus à se sentir français ou pas. Quelque part même, c'est une page d'histoire qui renvoie à cette idée que la France était bien au-delà que ses frontières et que la France avait un destin à travers les idées universelles. Toutes ces notions-là écrivent notre récit national. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça de travailler sur l'histoire coloniale. C'est pas juste travailler sur l'histoire de notre présence dans quelques pays, puis un jour on en est parti. Non, non. Ça touche à beaucoup plus de choses que ça. Ça correspond aussi à notre identité. Ce que certains emploient comme terme qui fait toujours peur, l'identité nationale. Eh bien, l'identité nationale est marquée aussi d'un rapport au colonial extrêmement complexe. Et je pense qu'on est à peine, je dis bien à peine en train de le comprendre aujourd'hui, en mesurant cet enjeu, à l'aune notamment des enjeux politiques. Quand LFI parle de la Nouvelle-France, quand le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui est devenu le premier parti de France, je rappelle que les deux là, travaillent aussi, l'un, une présence migratoire par rapport à son électorat de demain pour essayer de renouveler un peu ce que serait l'identité française, et de l'autre côté, une forme de nostalgie que porte le RN par rapport à une grandeur coloniale perdue et une pureté blanche. Tous ces éléments-là font encore partie, vous vous rendez compte, 70 ans après la fin de l'Indochine française, on en est certainement encore là en France. Parce que cette histoire impériale, qui commence en 1534, elle écrit bien plus qu'une simple page d'histoire. Elle écrit une des grandes pages d'histoire du récit français. Très bien. Alors, on va regarder une nouvelle vidéo, une troisième, avec Jacques Attali. Et on va revenir un petit peu sur l'Europe et ensuite avec la relation France-Allemagne. D'abord, en 2040, on pourrait être très proche d'une guerre franco-allemande. Alors, pour le moment, on n'a pas l'impression de l'avoir. Moi, je le dis, on peut être très proche d'une guerre franco-allemande parce que les dynamiques négatives dans les deux pays existent. Dans les deux pays, il y a des partis qui veulent sortir de l'Union européenne, plus ou moins clairement. En Allemagne, c'est très clair, en France, c'est moins clair. Mais si le Rassemblement national gagne en France, l'AfD aura plus de chances de gagner en Allemagne. L'Union européenne est morte, la rivalité franco-allemande repartira et Dieu sait où elle nous mène. On a fait 3 guerres, on pourrait en faire une 4e. D'ailleurs, François Mitterrand l'avait dit en disant que j'allais le dire justement, c'était une des craintes de François Mitterrand. Oui, c'est une crainte de tous ceux qui ont vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est son cas, parce qu'il a vécu la Deuxième, mais il avait le souvenir par ses parents de la Première. Oui, en 1916. Oui. Alors, quand Attali dit que la rivalité franco-allemande pourrait revenir si la mémoire européenne s'efface, est-ce une alerte crédible ou une dramatisation ? Bon, les historiens sont très mauvais quand ils prédisent l'avenir. Je laisse ça à Jacques Attali et à d'autres. Non, je pense que la problématique, elle ne se pose pas d'une manière aussi binaire. Ça ne veut pas dire que l'émergence d'un parti d'extrême gauche ou d'extrême droite dans un des deux pays ne générerait pas une forme de rupture à l'intérieur de l'Union européenne et un risque conflictuel. Mais le conflit pourrait très bien exister aussi avec l'Angleterre, comme il pourrait exister avec l'Italie, comme il pourrait exister avec un autre pays dans lequel une puissance menée par un parti d'extrême droite deviendrait par exemple hégémonique ou une alliance. Il faut plutôt penser à l'Est, par exemple, de puissances populistes et autres, pourrait très bien imaginer de créer une forme de déséquilibre qui viendrait bouleverser l'Europe. De là immédiatement à ressortir la vieille peur de la 4e guerre franco-allemande, je suis un peu moins
direct là-dessus, parce que les indices aujourd'hui ne mènent pas à cette analyse-là. Je pense qu'on est beaucoup plus dans une possibilité avec la Russie d'être en conflit en Europe. Ça, je pense que c'est une réalité politique aujourd'hui, géostratégique, qui est, à mon avis, est beaucoup plus évidente. Parce que le destin de la Russie est de retrouver son idée impériale, parce que nos régimes politiques s'opposent profondément, parce que l'hégémonie russe a besoin de ces nouvelles terres et de ces nouvelles conquêtes pour quelque part sauver le régime, et que le temps des empires est de retour. Je crois beaucoup plus à ça. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas des risques de fracturation, parce qu'on va monter des populismes extrêmement violents. Et l'AfD est d'autant plus violent qu'elle est aussi aux portes du pouvoir en Allemagne, comme le Rassemblement national est aux portes du pouvoir en France. Donc là, oui, il y a des bouleversements possibles. De là à penser qu'ils vont immédiatement se transformer en conflit ouvert, je doute très honnêtement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas forcément d'indices dans cette dimension-là. Et que les conflits, je les sens beaucoup plus entre les empires en ce moment. Les intérêts communs, pardon, je m'explique mal, les intérêts communs des pays européens sont beaucoup plus à s'unir face aux violences du monde qui vont les agresser. Que ce soit d'ailleurs les États-Unis, dont on voit tous les bouleversements avec Trump, que ce soit la Chine demain, que ce soit la Russie, que ce soit le risque migratoire dont l'Europe a peur par rapport à l'Afrique ou par rapport au Moyen-Orient aujourd'hui, que ce soit le risque par rapport à l'islamisme, qu'il ne faut pas oublier, ou du terrorisme, toutes ces raisons-là concourent beaucoup plus à imaginer que l'Europe va rester plutôt unie, je ne sais pas sous quelle forme, que désunie. D'accord. Alors, j'ai une autre question sur l'Europe, parce que, en lisant votre livre, on parle beaucoup de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et je me suis demandé si ça n'avait pas servi de ciment européen, tandis que la mémoire coloniale reste un facteur de division complet. Alors d'abord, les deux guerres mondiales ont fabriqué en Europe, oui, une mémoire commune, parce qu'elle marque nos pays, parce que tous nos pays ont été impliqués dedans, parce que c'est d'abord deux dimensions mondiales, parce qu'il y a aussi une reconfiguration de l'Europe qui est le fruit de la Seconde Guerre mondiale. Les frontières que nous avons aujourd'hui sont celles, maintenant que l'Allemagne est réunifiée, des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Donc par définition, ce qui fait vos frontières fait quand même votre histoire et fait quand même votre manière de vous penser au monde et de vous posturer au monde. Parce que le combat contre le nazisme aussi, qui est en train aujourd'hui d'être remis en question, a construit la démocratie telle qu'elle a été pensée post-45. C'est vachement important à avoir ça en tête, parce que nous ne vivons pas dans n'importe quel régime politique. Nous vivons dans un régime politique qui s'est construit aussi en opposition, d'abord par choix, la démocratie, mais qui se construit aussi en opposition à ce qu'est le nazisme ou ce qu'a été le fascisme et autres. Et que ça a été compliqué de faire tomber Franco et Salazar en Espagne et au Portugal. D'avoir des régimes politiques, quelque part, s'inscrivaient dans une démocratie partagée. Tout ça est remis en question aujourd'hui profondément. La question coloniale ne peut pas faire ciment. Parce que d'abord, la question coloniale n'est pas encore pensée à l'échelon européen. C'est-à-dire que l'Europe ne se pense pas comme un continent qui a colonisé. Alors, parce que tous les pays européens n'ont pas colonisé, premièrement. Mais deuxièmement, parce que l'histoire ne s'écrit pas encore au niveau de l'Europe. On y a pensé il y a quelques années avec mes collègues européens. On voulait se lancer dans une aventure, parce que ça n'a pas été fait, d'un grand livre avec une grande exposition qui aurait été une histoire coloniale de l'Europe. Comment l'Europe colonise le monde, qui fait à peu près 5 siècles d'histoire avec les empires portugais et espagnols, jusqu'aux dernières décolonisations, c'est avec le Portugal. Parce que vous commencez avec le Portugal, on termine avec le Portugal, et les toutes dernières et ultimes décolonisations qui se terminent dans les années 70-80. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas derrière, ni de partenaires, ni de dynamique suffisante entre les différents labos, les différentes universités, pour arriver à faire que ça fasse ciment. C'est-à-dire que tout le monde trouve normal de se mettre ensemble à se poser la question. Nous sommes encore dans des récits qui sont très nationaux sur les histoires impériales. Comme ils ont du mal à émerger au niveau des pays, on comprend qu'ils ont du mal à faire mémoire au niveau de l'Europe. Mais je pense que, certainement, un des sujets les plus féconds qui pourraient émerger en Europe, c'est quand l'Europe va être capable de regarder cette histoire en face. Elle aura passé un grand pas, parce que ça veut dire qu'elle aura certainement digéré ses ressentiments sur ses passés, qu'elle sera enfin capable de les regarder en face, et notamment de les regarder en face avec les diasporas qui vivent aujourd'hui en Europe. Petit détail, aujourd'hui, nous vivons ensemble. Ça n'a jamais été prévu. Personne n'a écrit au moment des débuts des conquêtes coloniales qu'un jour, ceux qui allaient être dominés allaient vivre dans les pays du colonisateur. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, vous regardez ça, vous ne posez pas de questions. Dites-vous juste une chose, c'est que si vous aviez interrogé un colonisateur en 1900, jamais vous auriez dit que dans nos pays, les ex-colonisés vivraient aujourd'hui, avec les mêmes droits. C'est pas si simple que ça à digérer, des deux côtés du miroir. Et nous sommes en train d'apprendre ça. Alors des fois, nous trouvons ça turbulent, nous trouvons ça violent, nous trouvons ça compliqué, nous appelons ça des guerres identitaires, mais en même temps, nous sommes les premiers à l'apprendre. C'est rare que les dominants et les dominés vivent ensemble.
Généralement, les fins d'empire, ça se termine mal. Les gens se séparent définitivement. Ouais. Regardez la fin de l'Empire britannique, des deux côtés du fleuve, vous avez d'un côté les musulmans, de l'autre côté les hindouistes. Ouais. C'est très très rare que l'histoire fait que ceux qui hier s'affrontaient vivent ensemble. Et même l'Afrique du Sud de Mandela, qui est un modèle, aujourd'hui ça ne se passe pas si bien que ça. Acceptons aussi une part de modestie en expliquant que nous sommes en train d'apprendre un vivre ensemble qui est complexe. Colonisateurs et colonisés, dominants et dominés vivent ensemble. Dans quelque chose qui est complexe, comment nous digérons nos mémoires respectives et comment en plus dans les salles de classe, petit détail, hein, vous avez un professeur qui doit raconter aux enfants ou aux petits-enfants des deux côtés du miroir une histoire commune. Personne n'imagine comment c'est tectonique ça. Hein. Et on a 4 heures pour ça. Ouais, et encore, quand vous avez 4 heures, c'est que le prof est motivé. C'est que généralement, il sait que c'est en bout de course, que ça peut poser problème, que le chef d'établissement ne vous insiste pas trop là-dessus, qu'il peut y avoir des élèves avec qui c'est pas entendable ou difficilement entendable. Il sait que c'est une histoire à risque et quand l'enseignant le fait, il faut ici reconnaître leur courage. C'est loin d'être simple de parler dans des classes issues de nos diversités d'une histoire complexe que les mémoires ne sont pas les mêmes. L'histoire est commune, hein, mais les mémoires ne sont pas les mêmes. Et donc, l'appréhension de cette histoire n'est pas les mêmes. Donc, c'est un travail, un tour de force. On n'applaudit pas assez nos enseignants là-dessus. C'est plus complexe de parler de l'histoire coloniale en classe que de parler de Charlemagne ou de Vercingétorix. Hein. Oui, soyons très lucides. Et on ne mesure pas que, en gros, on se débarrasse auprès de nos enseignants et profs d'histoire, on dit ah, débrouillez-vous. Hein. Mais nos élites politiques devraient aller dans la classe ce jour-là et regarder comment ça se passe. C'est pour les profs que c'est dur. Alors, on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que j'ai encore plein d'autres questions, mais c'est vrai que dans votre livre, vous expliquez au niveau pédagogique, c'est assez étonnant, c'est que généralement on parle de la colonisation en commençant par la fin, en commençant par la décolonisation, et généralement sur l'Algérie en 62, alors que la colonisation a commencé, comme vous disiez, en 1534, et c'est l'Algérie au milieu du 19e. Alors d'abord, c'est parce que la guerre d'Algérie est la première à être entrée à travers le sujet sur l'histoire et les mémoires dans les manuels scolaires. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie était le premier territoire de mobilisation des militants, la torture, pour faire à peu près simple, le 17 octobre 61. Et donc aussi la guerre d'Algérie en tant que telle. Et donc c'est par ce sujet, et donc souvent le sujet final, la guerre d'Algérie, qu'elle est rentrée, qu'elle a pris sa place et qu'elle a commencé à rémaner dans notre histoire nationale. Nous sommes encore au balbutiement de la place de l'histoire coloniale dans les manuels scolaires et dans le récit français. Je m'explique par là. Oui, on en parle beaucoup plus que quand moi j'ai passé mon bac. Rien à dire. Oui, c'est beaucoup mieux. Rien à dire. Est-ce qu'il en faudrait plus ou moins? Je ne sais pas. Savoir que si vous savez, le débat, il faudrait plus de place dans les manuels scolaires. Ok, t'enlèves quoi, tu laisses quoi? C'est un peu comme le budget national. On ne sait jamais ce qu'il faut couper, mais on sait toujours qu'il faudrait en rajouter. Je ne sais pas répondre à ça. Par contre, je sais à vous répondre une chose qui est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire, elle commence à peine à s'ouvrir. L'Indochine, le Cameroun, la conquête, l'Algérie, les anciens empires, l'esclavage. Regardez, on en parle de plus en plus. L'esclavage colonial, dans les Antilles, dans les Indes. Pourquoi? Parce que différents espaces politiques en France, différentes mémoires ont commencé à rémaner en parallèle. La loi Toubira a généré tout un travail, par exemple, sur l'esclavage colonial. Toutes ces réflexions-là commencent à trouver leur place. Pas encore idéalement. Jusqu'aux événements de Floyd, comme vous disiez, 5 ans avant, qui nous ramènent. Exactement. Qui nous ont questionnés sur les monuments dans l'espace public. Faut-il ou non déboulonner, par exemple, Colbert? Et je trouve que c'est des questions essentielles parce qu'elles nous permettent de nous questionner aussi sur la manière dont l'espace public, notre société, nos mythes, nos réflexions continuent à perdurer dans l'espace du présent. Mais là où on a encore beaucoup de mal, c'est introduire cette histoire dans le récit, au cœur du récit. Je m'explique. Jusqu'alors, on le raconte à la marge. On le raconte comme si ça s'était passé là-bas. Donc ça ne nous concernerait qu'un peu, pas beaucoup. Tout le monde comprend que la ségrégation, le racisme, l'esclavage aux États-Unis fait partie de l'histoire de la nation, comme le massacre des Indiens dans les Grandes Plaines de l'Ouest. Hop, terminé. Et tout le monde dit, on comprend pourquoi aujourd'hui, Floyd, le racisme américain, Black Lives Matter, on comprend, l'histoire américaine, on a bien compris. Les amis, l'histoire coloniale française, ça se passe aussi ici. Ce n'est pas que là-bas. Le droit français, c'est ici. Les débats parlementaires, c'est ici. L'immigration, ça se passe ici. Fachoda, il revient ici, marchant pour défiler les expos coloniales, c'est ici. Cette histoire, elle s'écrit aussi ici. Ce n'est pas qu'une histoire de là-bas. Comme si c'était une histoire lointaine. Et donc, notre histoire, elle est à peine en train de commencer à comprendre qu'il faut l'intégrer. Un exemple concret, si vous allez dire que c'est abstrait. Quand vous voulez comprendre pourquoi la France a un impact différé de 3 ans sur la crise économique de 29, si vous n'intégrez pas la dimension impériale, vous ne comprenez pas pourquoi la France connaît qu'à partir de 1931-1932 les effets de la crise mondiale. Donc, commence à prendre des mesures pour expulser les étrangers en 1932. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas la France du XVIIIe siècle et ses conquêtes militaires incessantes. Si vous ne comprenez pas que l'argent que ramène le sucre de Saint-Domingue permet au roi de France de faire la guerre
Vous voyez que là, je n'ai pas parlé d'un sujet colonial. Oui, oui. J'ai parlé d'un sujet national. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus lié. Ça ne veut pas dire que tout est lié. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut lire l'histoire de France qu'à l'aune de l'histoire coloniale. Ce serait une bêtise. Ce serait même une manière de vouloir manipuler l'histoire et le récit français. Je dis que le récit français a besoin de cette part du colonial pour être dans sa totalité, pour se regarder dans sa globalité, pour expliquer en fin de compte qui on est aujourd'hui. Et je vous rappelle que quand on fait de l'histoire à l'école, c'est à la fois pour enseigner l'histoire et le passé aux élèves, et aussi en faire des citoyens conscientisés, capables de regarder le monde actuel. Comment voulez-vous comprendre l'impérialisme russe en Ukraine si vous ne comprenez rien au colonialisme? En même temps, grâce à Poutine, nous avons tous compris ce que signifiait revenir. Pascal Blanchard, vous êtes germanophone? Non. Alors, en allemand, vous savez qu'on dit ja pour oui, Oui. nein pour non. Mhm. Il y a un troisième mot qui est jein, qui est un mélange de oui et de non, de ja et nein. D'accord. Jein. Donc Ok. je vais vous poser des questions, vous allez essayer de répondre par oui, non ou jein. D'accord. D'accord? On va essayer de... C'est l'équivalent de peut-être? Alors c'est peut-être, ni oui ni non, Ni oui ni non, généralement, d'accord. mais Ah. avec beaucoup de nuances, etc. Et Redis-moi le... jein. Ça Jein. commence par le ja et ça finit par le nein. D'accord. Jein. Ok. La mémoire coloniale affaiblit-elle la France à l'extérieur? Oui. Même question à l'intérieur. Oui. Une nation peut-elle reconnaître ses crimes sans perdre sa fierté? Ah, ça dépend de quel crime on parle, parce que ça ne veut rien dire reconnaître des crimes. Vous parlez des crimes de guerre, vous parlez des crimes contre l'humanité, vous parlez de crimes contre, par exemple, le corps des femmes, avec les viols pendant la fin de la guerre d'Algérie, vous parlez de crimes individuels. Et je pense que c'est très important. Quand Emmanuel Macron, par exemple, a parlé de crimes contre l'humanité lors de la campagne électorale En 2017. en 2017 en France, je n'ai pas trouvé que c'était un terme pertinent de dire que toute la colonisation, par exemple, était un crime contre l'humanité. L'esclavage l'est, mais la colonisation, c'est plus complexe. C'est plus complexe que tout dans la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité. Il peut y avoir des crimes contre l'humanité dans la colonisation, comme il peut y avoir des crimes de guerre, comme il peut y avoir des violences faites aux individus. Mais tout n'est pas crime. C'est une erreur de vouloir tout rassembler. Donc c'est pour ça que, pour répondre à votre question, je nuancerai un peu la chose et je vous répondrai avec Yann. Jein. Voilà, merci. Très bien. Peut-on être fier de la France sans être fier de tout son passé? Oui. L'Algérie empêche-t-elle la France de penser le reste de son empire? Non, c'est des sujets beaucoup plus complexes. Non, parce qu'on peut penser le passé colonial de la France en Algérie, mais qui a ses spécificités, mais on peut être bloqué aussi d'imaginer que la République a pu être coloniale. Ça interroge souvent des gens qui ont du mal à comprendre que la République a pu coloniser. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'Algérie, ce que je viens de vous dire. Ouais. Est-ce que le pays des droits de l'homme pouvait coloniser, devait coloniser? C'était un débat qui a déjà occupé nos aînés pendant la Révolution française et qui a continué à peu près pendant 2 siècles et demi. Donc cette question, elle peut être totalement aussi détachée de la chose. Donc je répondrai non pas néant, je dirais, c'est plus complexe que ça, là aussi, et on peut et on doit se questionner de manière assez ample dessus pour arriver à interroger toutes les parties de notre récit collectif à ce que signifie d'avoir colonisé. L'Allemagne est-elle un modèle mémoriel ou un cas très particulier? Un cas très particulier. D'accord. Et vous l'expliquez bien Oui, dans oui, votre tout à fait. livre. La France-Afrique est-elle morte? Oui, aujourd'hui, on peut considérer, ou alors si elle n'est pas morte, elle est tout à fait inefficace. Macron, tout à l'heure vous rappeliez en 2017 ce qu'il a fait. Donc Macron est-il allé le plus loin dans la reconnaissance pour le résultat diplomatique le plus faible? Vous avez lu notre livre, ça je vois. Donc Macron, pour expliquer, parce que sinon ce serait, d'abord, ferait du macronisme passionnariat. Macron a lancé beaucoup de projets sur la colonisation. Il a fait beaucoup plus de missions, par exemple, d'historien que tous ses prédécesseurs réunis. Hollande n'en avait fait qu'une. Et Sarkozy aucune, et ses prédécesseurs aucune, bien entendu. Il a travaillé sur la Madagascar, sur le Rwanda, sur le Cameroun, sur l'Algérie. Au moins, il a essayé. Il a aussi essayé, parce qu'il n'a pas été au bout de son processus, de prendre le sujet à bras-le-corps, par exemple, en construisant un musée d'histoire coloniale, ce que sa génération aurait dû faire. Il l'a aussi fait avec une grosse évolution. Plus son électorat basculait à droite, moins il s'est intéressé à la question de la colonisation. Mais en même temps, c'est un des premiers chefs d'État qui a tenté de remuer la fourmilière. On pourra au moins lui reconnaître ça, pas maintenant, parce que l'antimacronisme aujourd'hui est dominant. Dans la société française, il est impossible d'avoir un regard lucide sur ce qu'il a fait. Mais dans 10 ans ou 20 ans, quand on regardera notamment ce qu'il a fait sur le Rwanda, sur l'Algérie ou sur le Cameroun, et là bientôt sur Haïti, puisque la prochaine mission doit remettre ses conclusions au mois de décembre 2026 sur Haïti, on se rend compte qu'il a fait énormément progresser la question sur ce point-là. Et donc en même temps, on regardera aussi qu'il a échoué en termes de diplomatie à transformer
l'essai. Parce qu'il n'a pas su, en fin de compte, faire fructifier ce travail qui était le sien, en faisant le lien entre les diasporas en France, les relations diplomatiques de la France avec le monde et le travail de mémoire qu'il organisait en France. Alors, je vais encore un peu vous bousculer avec de l'allemand. Donc, vous savez comment on dit un en allemand? Allez-y, j'oublie. Heinz. Heinz, pardon, oui. 4, c'est 4. Ouais, Et 6, c'est 6. d'accord. D'accord? Vous avez déjà enseigné? Oui. En France? Oui, Et donc, en France, la mode note, c'est 0, la meilleure, c'est 20. tout à fait. Alors, 1, 4 oder 6. 1, en Allemagne, c'est la meilleure note. D'accord, 6, c'est la moins bonne. d'accord. Putain. Et 4, c'est la moyenne. D'accord. Ok, D'accord? Vous allez essayer de noter oui. ce que je vais vous demander. D'accord. Là, ce que je vais vous dire. Et puis, sachant que Donc ça peut aller de 1. 1, c'est le mieux. 1, c'est le mieux, 6, c'est le moins D'accord, bon. d'accord. Et 4, vous passez encore, mais c'est 10 sur 20. D'accord, d'accord. Mais entre 1 et 4, il y a encore toute la possibilité. Hein. D'accord. Oui, oui, j'ai compris. Quelle note donneriez-vous à ces pays sur leur capacité à assumer leur passé colonial tout en défendant encore leurs intérêts dans le monde? La France. 5. Donc, c'est pas la moyenne, il ne passe pas. Hein. Non, elle passe pas. L'Allemagne. 3. Royaume-Uni. 5. Belgique. 2. États-Unis. 6. Turquie. 6. Japon. 6. Très bien. Alors, je voudrais vous montrer. Alors là, on sort de notre discussion purement liée à votre livre. Et là, je vais m'adresser à votre parcours d'historien. Je vais vous montrer une vidéo. Et vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez, ce que ça évoque pour vous. Mon général, vous êtes mort en 1970. Reconnaissez-vous encore ce pays? La France, je la reconnais toujours, c'est elle qui ne se reconnaît plus. Vous avez quitté l'OTAN en 1966, précisément pour éviter cette subordination. Avez-vous l'impression d'avoir été entendu? L'Europe a cru que l'Alliance Atlantique était une assurance tout risque. C'était une assurance à clause de résiliation unilatérale. Mon général, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une vaste campagne de frappe contre l'Iran. Qu'auriez-vous fait? Une frappe qui assassine la plus haute autorité politique et religieuse d'un État étranger sans mandat international ouvre une boîte dont on ne referme pas le couvercle facilement. Mon général, si vous pouviez adresser un seul message aux Français de 2026, pas un discours, juste une phrase, ce serait laquelle? Alors, en historien, est-ce que ce type d'exercice vous intéresse ou vous inquiète? Ah, pour un non-historien, vous avez entièrement le droit de le faire. Un historien, c'est plus limite. Je m'explique. Il y a un minimum dans chaque métier. Et c'est pour ça que j'adore travailler des fois avec des journalistes. Je l'ai fait avec Pierre Aski, par exemple, dans le documentaire qu'on a fait. Je l'ai fait avec Claude Askolovitch et Renaud Dely quand on a travaillé avec Yvan Gaston sur les années 30 en France et leur retour. Il y a des choses que les historiens, je considère, ne doivent pas et ne peuvent pas faire. Parce qu'on est contraint, et il faut l'accepter, dans notre métier, de travailler sur des faits avérés, sur des archives existantes, sur des documents probants, sur des documents qui peuvent servir d'ailleurs de vérification de ce qu'on dit. Donc c'est toujours compliqué, voire même dangereux, de pouvoir réinventer les choses. Pourquoi? Parce qu'on pourra nous reprocher d'être des manipulateurs du savoir et de la connaissance. Maintenant, je considère que ce n'est pas la manipulation quand un journaliste le fait, quand un artiste le fait. J'ai des artistes qui viennent travailler sur des images issues du passé colonial et qui en font des œuvres d'art. Je pense à Roméo Mivabékian, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a travaillé sur notamment mes livres sur les zoos humains ou Sexe, race et colonie, qui en a fait des œuvres créatives. Je pense à Delphine Diallo, je pense à plein d'artistes avec qui j'ai travaillé, je pense à des journalistes qui se sont aussi emparés de mes sujets pour arriver à travailler. Ce que vous venez de proposer, je trouve que c'est très intéressant à faire. C'est de donner de la parole, des voix et de l'existence, de les ramener dans le champ du présent. Et certains commencent à le faire, je le rappelle, avec l'IA en images aujourd'hui, avec des images où on fait, par exemple, pénétrer des personnages qui n'existaient pas dans les images coloniales parce qu'ils ont été invisibilisés par le colonisateur pour recréer du présent dans les images. Je vois des artistes qui travaillent là-dessus ou des vidéastes. Je trouve ça très bien quand on est artiste, vidéaste ou journaliste. Impossible pour moi à faire pour un historien. Sinon, on commencerait à donner une légitimité à celui qui réinvente des mots ou à ceux qui utiliseraient des langages qui n'ont pas existé ou des sources d'archives qui n'ont pas existé. Et je suis pleinement conscient que nous allons rentrer dans un temps où je vais devoir me battre sur des images où on voit Hitler serrer la main de Staline. Et des étudiants me montreront des images, genre, monsieur, ça existait. Regardez, j'ai la photo. Mais je sais que la génération
Ma génération va devoir maintenant combattre sur de passer son temps à expliquer qu'une phrase, un discours, une vidéo, voire une photo n'est pas le vrai. Ça va devenir très compliqué parce que ça veut dire que certains peuvent prendre au premier niveau ce que vous faites. C'est pas grave. Vous avez le droit de le faire parce que vous avez les précautions oratoires et vous avez le droit d'être créateur. Vous avez le droit d'être un créateur même d'émotions, de savoir, de connaissances et de relations avec le passé. Moi, non. Je suis contraint de respecter un certain nombre de règles et c'est normal. C'est normal que je le fasse et c'est normal que vous expliquiez que ceci est faux. Si vous ne l'expliquez pas, quelqu'un pourrait le prendre au premier niveau. Oui. Si moi je le fais, on pourrait considérer que je travestis les faits. Je n'ai qu'une obligation qui m'emmène sur mon lit de mort. Ne pas travestir les faits. Le jour où je le fais, je ne suis plus un historien. Même si c'est fait pour la bonne cause. Même si c'est fait pour une tournure, je dirais, très esthétisante de la chose. Même si c'est fait pour éveiller les consciences et réfléchir. Il y a un risque. C'est que l'historien soit considéré comme ayant mis au même pied d'égalité une vraie archive avec une archive fabriquée. Oui. Et ça, c'est pas possible. Très bien. Eh bien, écoutez, là-dessus, je vous remercie. Moi aussi. pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et puis, c'est bien ce que je voulais vous le dire. Vous avez un objet fantastique, c'est un béret sur la tête. Oui. Et avoir un béret, c'est bien parce que c'est le symbole même de la culture française, de la caricature aussi du français. C'est le symbole même d'un produit de tradition française. Je le sais parce que j'ai travaillé pour une marque de béret à réfléchir pour faire un musée. C'est là que j'ai découvert d'ailleurs que la différence qu'il y avait entre des bérets chinois et des bérets français, que les uns étaient faits encore avec une tradition poussée. Mais surtout, c'est là que j'ai compris que le béret était d'abord un objet militaire. Vous avez sur la tête un des objets les plus partagés dans toutes les armées du monde, notamment les armées révolutionnaires. Ah oui. Rappelez-vous, c'est là que vous allez vous dire une fois pourquoi Malcolm X, pourquoi les Black Panthers, pourquoi l'IRA, pourquoi au Pays Basque, pourquoi dans toutes les armées du monde on avait des bérets. Pour une bonne et simple raison, y compris la milice française. Parce que quand vous avez un béret, c'est que vous êtes un militaire, même quand on ne vous reconnaît pas comme une force militaire de fait. D'un seul coup, vous prenez un des attributs de l'armée, et le béret est cet attribut qui coûte le moins cher et qui permet à n'importe quel individu, même s'il n'a pas un uniforme, de dire qu'il en porte un. Donc être une armée nationale, c'était le cas des Black Panthers. Indirectement, vous l'avez oublié, mais vous venez de rendre hommage pendant toute cette interview aux Black Panthers. Bon, c'était vraiment tout à fait involontaire, mais c'est vrai qu'hier, j'ai croisé encore 4 militaires avec je crois que c'est des chasseurs alpins. Et ils ont un béret légèrement mis sur le côté. Voilà, exactement. Tout à fait. Et ma marque Lolaire vend ses bérets. Et c'est là que j'ai découvert, quand avec Emmanuel, on a travaillé avec cette marque qui vendait encore énormément d'armées dans le monde, parce que beaucoup d'armées dans le monde continuent à avoir des troupes, des régiments qui portent le béret, parce que le béret reste un symbole mondial. Je crois que c'est l'armée qatari qui est aussi du béret. Donc, ce n'est pas que dans les armées occidentales. C'est un des objets les plus partagés. Et les Black Panthers, la symbolique du béret était de se présenter, de se posturer face à l'Amérique comme une armée légitime à l'intérieur du système américain en portant le béret. Parce que c'est un symbole militaire. Et pour toutes les armées terroristes aussi. L'IRA, je vais vous le rappeler. Bon, et bien voilà. Voilà. vous voilà bien habillé pour l'hiver, cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.